Alors, j'ai le plaisir de recevoir Wahmi Ould Braham, qu'on connaît bien à l'ACB, hein, qui est chercheur en linguistique berbère, qui a fait une thèse sur euh, l'historien Masqueret à l'école des hautes études, qui a travaillé beaucoup sur la langue berbère ancienne, le berbère médiéval, très intéressant, et qui travaille aussi sur la tradition orale contemporaine. Il a fondé et continue d'animer cette revue qui s'appelle Études et documents berbères. Dont c'est le numéro 31, on va en parler justement ce soir. C'est une revue qui existe depuis plusieurs années, hein. Donc il est là ce soir parce que il a organisé parmi les différentes manifestations qu'il a contribué à organiser ou à organiser. Il a organisé un colloque international intitulé Chansons kabyles en France et mémoire de l'immigration 1930-1974 avec la maison des sciences de l'homme de Paris Nord et en partenariat avec l'Université Paris 8. Et ce colloque a donné lieu à deux publications. Donc l'une, c'est dans ce numéro 31 d'études et documents berbères, où on a toutes les interventions in extenso. Et puis, un digeste, si on peut appeler ça comme ça, hein, un digeste de ce colloque dans la revue publiée par Générique, l'association Générique, dont le président doit être par là. Enfin, dans un des... voilà. Voilà, donc il vient nous parler ce soir de ce colloque, de cette publication, et surtout de la chanson kabyle, de la chanson berbère au kabyle, et la mémoire de l'immigration, comment la chanson déroule un peu cette histoire de l'immigration. Mais je lui passe la parole. Voilà. Tu as un micro là. Merci. Qu'est-ce qui a induit ce colloque? Ce colloque, il a été induit disons, en 2007. Et ça s'est passé, je dirais, dans une discussion comme ça, bâton rompu, avec quelqu'un que l'association ACB connaît bien, Alain Siksik. Et puis il y a Houssine Sadi dans la salle. À trois, nous discutions de comment mener un projet, par exemple. À l'époque, ça commençait à ouvrir ses portes, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. De fil en aiguille, nous avons dit qu'il faut travailler sur la mémoire de l'immigration. Donc à ce moment-là, nous avons dit, par exemple, parmi les communautés immigrées en France au long du XXe siècle, je dirais de la communauté extra-européenne, la plus importante, c'était les Algériens et surtout les Algériens kabyles. Les Kabyles étaient très majoritaires dès le début du XXe siècle. Et même quelques années auparavant, on avait pu célébrer le centenaire de la présence kabyle dans la métropole. À ce moment-là, sur les Kabyles, c'est de trouver comme ça un thème, une entrée. L'entrée, c'était la chanson. Mais pas, donc disons, c'est pas la chanson de la tradition orale, la chanson du village, mais la chanson telle qu'elle est médiatisée, diffusée par les moyens techniques de la modernité. C'est-à-dire ces moyens, bon, ce qu'appellent certains philosophes les industries culturelles. Et à ce moment-là, donc, nous avions pensé mettre en place un colloque et même une exposition avec la Cité nationale de l'immigration. Le projet a été déposé en début de l'année 2008. Et puis à ce moment-là, nous avions entendu parler aussi la CNHI sollicitée par l'association Générique, à l'époque dont Driss El Yazami, qui était délégué général, dont c'était lui qui avait
qui avait l'idée même de la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Il était au conseil scientifique de l'établissement à cette époque-là. Et puis, il préparait une grande exposition sur Génération, ce qui s'appelait Génération, sur la présence des Maghrébins en France. Et puis, naturellement, nous sommes dit que ce serait plus judicieux, plus cohérent d'incorporer la chanson kabyle dans le cadre de cette opération sur plusieurs mois, Génération, les Maghrébins en France. De contacts ont été pris, donc tout le monde a trouvé, disons, la formule se justifiait amplement. Nous avions fait notre colloque, nous l'avions organisé, c'est tenu le mois de février de 2010 à la CNHI, alors que Génération, l'exposition avait commencé quelques mois auparavant en novembre, pour s'achever le mois d'avril toujours de la même année de 2010. De quoi s'agit-il en ce qui concerne le thème lui-même? Donc ce thème mené donc, bien sûr par l'université et la recherche académique, la Maison des sciences de l'homme Paris Nord et l'université Paris 8, en collaboration avec Générique, et nous l'avions fait hors les murs, c'est-à-dire à la Cité nationale de l'immigration. Il couvre ce thème une époque dense au plan historique qui va du début des années 30 jusqu'à l'année 1974. Les dates elles-mêmes de séparation, elles doivent trouver leur justification. Les années 30, c'était à la fois l'année du centenaire de la colonisation de l'Algérie. C'était aussi l'exposition coloniale de 1931 par Léoté, le maréchal Léoté. Et en même temps, c'est le début aussi du mouvement nationaliste algérien sous la conduite de Messali Hadj et de Ammar Imache. Et puis c'était l'époque aussi pour la métropole où le pays était en danger. Il y avait une tentation fasciste dans les années 1934. Et puis des dictatures s'installaient un peu partout en Europe. Et c'était aussi la décennie, enfin dans cette décennie-là, où il y avait, où c'était la victoire de la gauche, hein, le Front populaire. Et puis c'était là aussi la classe ouvrière algérienne, kabyle, se conscientisait au contact de leurs camarades de lutte métropolitains et immigrés de manière générale. Et à ce moment-là, je dirais, cette communauté faisait vivre sa culture, toutes les communautés d'ailleurs. Et puis la date, je dirais, de la fin, c'est-à-dire enfin, les dates extra, 1930, après 1974, ce qui justifie l'année 1974, c'était l'arrêt de l'immigration, au sens immigration ouvrière. Hein. C'était plus tous les accords de l'ONAMO étaient rompus sous Giscard d'Estaing. Et c'était à peu près une année auparavant, Ouari Boumedienne avait aussi arrêté l'immigration unilatéralement de son côté, suite à certains, je dirais, crimes racistes, notamment les années 72-73. Donc voilà un peu pour la période. C'est une période qui couvre une quarantaine, je ne me trompe pas, une trentaine d'années plutôt, hein, 1934, oui, une trentaine d'années, sur 3 décennies. Et sur 3 décennies, il s'est passé énormément de choses, beaucoup d'évolutions au niveau de la chanson. Que ce soit au niveau des contenus et que ce soit au niveau, de manière externe, la manière de concevoir la chanson, la manière de l'enregistrer et de la diffuser. Parmi les chanteurs et les interprètes les plus importants de cette époque-là, depuis les années 30,
Les années 30, nous avons un certain chanteur qui est oublié des mémoires, qui s'appelle El Kondillo. Et puis nous avons El Hasnaoui, Mouhakli aussi, et sa femme Fatma Zora, pour les années 30. Les années 40 commencent à émerger, après 1945, Slimane Azam, Zarouqi Allawa, à partir de 47-48, Amouch Mouhand, Arab Bouizgaren. Et les années 50, nous avons Bahia Farah, Hassan Mzani, Mouhand Saïd Ouvlaïd, Sherif Khaddam, Khadouja. Fin des années 50, Kamel Hamadi, Akli Hayatan, Saadawi Salah, Bel Hassan, Noura. Et puis les années 60, Olta Charzki, Sid Msaoudi, Ali Kharraz, Eid Farida. Nous avons aussi Taoussam Rouch, les années 50, les années 60, Saïdji Mohamed, Dali Omar, Zouch Nashtar, Mouhoub Ali, Slimane Chabi, Fouzia, jusqu'à arriver un peu, je dirais, dans l'immigration, Jamal Alam, 1973. Et là, nous arrêtons à une autre période. Voilà. Donc, après, c'est l'âge suivant, avec de jeunes artistes de cette époque-là, avec des thèmes loin des préoccupations de leurs aînés, de l'immigration ouvrière, je dirais même de la France des 30 glorieuses. On n'est plus à la France des 30 glorieuses. On était en plein choc pétrolier de 73. C'est un autre monde qui s'ouvre, qui s'ouvrait à ce moment-là, à partir de 73, 74, c'est-à-dire la France pompidolienne, puis giscardienne, et puis jusqu'à la victoire de la gauche en 81 avec François Mitterrand. Les maisons de disques qui étaient concernées à cette époque-là, parce qu'il est question de chansons enregistrées, médiatisées, disons, il fallait quand même qu'il y ait des labels. Ça a commencé par les disques gramophones, Columbia, les années 30, les années 50, Pathé Marconi, Philips, Pacific, Vogue, et puis pour une fois un maghrébin, un tunisien qui a constitué son label, c'est Brahim Arsaïsi, un autre maghrébin de Mostagan Msid Ahmed Souliman, La Voix du Globe. À partir des années 60, il y avait beaucoup de labels indépendants des grandes majors, Oasis, Safi, Bourj El Fan. Donc on voit là, en gros, je vous fais cette énumération. Et à ce moment-là, cette chanson kabyle d'immigration, elle s'insérait parfaitement dans ce qu'on appelle non seulement l'industrie culturelle, mais la culture, on va dire la culture de masse, et surtout, on va dire la culture populaire au sens, disons, du moins au sens industriel. C'est-à-dire cette culture populaire, c'est-à-dire cette culture de masse, c'est une culture qui se fait dans le cadre, je veux dire, du monde industriel, du monde de la marchandise. C'est-à-dire, on a des industriels qui fabriquaient des produits, et puis des consommateurs qui venaient les acheter sur le marché. À ce moment-là, que ce soit le disque, la bande dessinée, le livre, le journal, enfin tout s'acheter, on était dans la marchandisation de la culture. C'est ce qui caractérise le 19e siècle et surtout le 20e siècle. Parce qu'on était en plein donc, de l'industrie, je dirais, machiniste, productiviste. Et puis il y avait un deuxième élément qui était là aussi, c'était les médias, tout ce qui est médias. Donc il ne s'agit pas de médias au sens naturel, c'est-à-dire quand le langage lui-même est un média, vous faites une affiche, c'est un média, mais il s'agit des médias beaucoup plus techniques, beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués, comme la radio, la télévision ou le cinéma. Donc c'était dans ce contexte que la chanson kabyle, je dirais, s'est développée.
depuis les années 30, enfin des années 30 jusqu'aux années fin 70. Et puis maintenant, je reste au niveau technique, les supports de diffusion. Le support de diffusion par excellence, évidemment, on avait dépassé les cylindres de cire, qui étaient au début du XXe siècle, les années 30. On était aux 33 tours, 78 tours, excusez-moi, aux 78 tours du disque électrique et non pas mécanique. À partir des années 30, c'était les disques, les gramophones, la voix de 100 mètres, notamment. Et le disque 78 tours a eu ses heures de gloire jusqu'à milieu des années 50, 1955 environ. À ce moment-là, sur le marché venant d'Amérique, c'était le disque souple micro-sillon, 45 tours et 33 tours, de 1955 pratiquement jusqu'aux années 70. Les années 70, on va arriver aux 33 tours, au double album. Après, le micro-sillon, le disque noir, a été éclipsé, non pas par le compact disque, le disque laser, mais par la musique cassette. Donc, ce qui fait dire la musique cassette a commencé donc à la fin de notre période, au milieu des années 70. Et vraiment, à peu près sur 2 décennies, que l'industrie de la musique cassette a été le support de monopole. Maintenant, pour revenir à la chanson et puis d'un point de vue social, pour qu'il y ait chanson kabyle, il faut qu'il y ait le vecteur humain, qu'il y ait des Kabyles, une présence kabyle. Donc cette présence kabyle, elle était là, prégnante, donc dès les années 30. Et puis je veux dire les années 30, certains étaient poussés par la misère. À ce moment-là, il faut, dans le contexte des années 30, les fameux articles d'Albert Camus dans Algérie républicain, la misère en Kabylie. Mais certains aussi, ce sont certains qui n'ont pas pu trouver du travail en Algérie, parce que dans un pays colonisé, pays de discrimination vraiment par excellence, ils tentaient leur fortune plus en traversant la mer, en venant en métropole. Donc il y avait aussi une élite aussi qui immigrait. C'est-à-dire ce ne sont pas des paysans, je veux dire des paysans prolétarisés ou des paysans pauvres qui venaient immigrer, mais il y avait aussi des élites, des personnes qui avaient fait, disons au moins les études primaires, qui savaient lire, écrire et compter, et puis qui étaient conscients aussi, qui savaient aussi voter, qui étaient conscients politiquement. Donc, au sein de cette immigration, une activité artistique s'est faite jour. Et puis, il faut dire, c'est une activité artistique, ce n'est pas au chant du tambour de hautbois, au sens traditionnel de la musique, de la tradition orale, la musique, je veux dire, du 19e siècle, mais une musique vraiment qui répond au canon de la modernité, avec un chanteur, des orchestres, des chœurs. Et puis, cette musique kabyle s'est développée dans l'interculturel. Ce qu'il y a eu déjà en Algérie, dans les années 20, par exemple, des groupes musicaux modernes. Par exemple, on a constitué un grand orchestre dans les années 10 ou les années 20, comme Al-Motribia. Donc, c'est à la fois un orchestre d'Algériens de confession juive et de confession musulmane, sous la direction d'Edmond Yafil et de Mahedine Bashtarzi. Il y avait beaucoup de concerts qui étaient faits en métropole. Dans les années 20, où exactement, il y avait un chanteur berbérophone, à la fois berbérophone et arabophone, qui s'appelle Issa Djarmouni, qui avait chanté à l'Olympia. Beaucoup de travailleurs kabyles venaient le voir. Et puis, il y avait dans les années 30 aussi des artistes en arabe comme Mohamed El Kamel. D'ailleurs, lequel Mohamed Kamel, c'est lui qui avait formé Slimane Azem à la chanson. Et puis Rachid Qsantrini,
qui faisait à la fois du théâtre, du cinéma. C'est un artiste qui excellait dans le genre comique. Et il y avait aussi un musicien aussi qui était l'ami de tout ce monde-là, qui est Iger Bouchen. Et puis il y avait aussi un Tunisien, entre autres, comment il s'appelle, j'ai commencé à oublier en fin de journée, El Jamoussi, comme El Jamoussi. Et d'autres artistes qui venaient aussi, qui s'établirent en France, comme Salim Al-Lali et Cheikh Al-Hasnaoui. Al-Hasnaoui, il ne s'appelait pas Cheikh Al-Hasnaoui, beaucoup plus tard. Al-Hasnaoui, tout ça, c'est dans les années 50, 30. Et à ce moment-là, il y avait une radio à Paris, donc avant d'arriver à la radio spécifiquement kabylophone, qui était à la fois en français, en berbère, en kabyle et en arabe, qui était la radio, ce qu'on appelait le post-colonial. Ce post-colonial qui diffusait des chansons du pays et chantait à partir de Paris. Et le post-colonial qui est devenu, fin des années 30, Paris mondial. En fait, c'est l'ancêtre de RFI, ce qui s'adresse, qu'on capte sur les grandes ondes, dire en dehors de l'Europe. Et puis, à ce moment-là, des disques aussi étaient enregistrés. Donc, je parlais de Colombien notamment et de la voix de son maître. Et il existait aussi des disques de musique aussi folklorique aussi, donc qui étaient, mais donc ça s'insère pas évidemment dans les industries culturelles. Moi, je parle des disques qui étaient dans les industries culturelles. Ces disques-là, 78 tours, a été acheté par des cafetiers. Il y avait en région parisienne plus de 250 cafés. Je veux dire, un chanteur à cette époque-là qui sort un disque. Quand on enregistre, il y a déjà 250 disques vendus au moins dans les cafés. Et comme ils se cassaient facilement, on peut en racheter, ainsi de suite. Donc, on peut écouler le premier millier de disques. C'est pour ça que on a pu, les Kabyles ont pu avoir la chance d'avoir des disques dans leur langue parce qu'il y avait une demande. Donc, tout ça, ce phénomène s'insérait dans les industries culturelles. L'industrie culturelle, donc, c'est un concept élaboré dans les années 40 par des philosophes de l'école de Francfort, comme Theodor Adorno et Marx Horkheimer. Pour ces écoles et pour ces auteurs, il s'agit d'une expression regroupant l'ensemble des activités et des techniques qui reproduisent massivement les œuvres culturelles selon le principe de la rationalisation et de la standardisation. Il faut que ce soit standard. Parce qu'avant, quand on faisait, donc au XVIIIe siècle, une partition, on fait un concert. Le concert, il se reproduit différemment selon le lieu. On fait une performance et la performance est variable. Si je vous fais une conférence aujourd'hui, la même conférence, elle sera différente, même si le contenu est à peu près le même. Mais quand il est question là d'enregistrement, eh bien, tout est standard. Il y a une standardisation. La première standardisation qui a commencé, c'était avec Gutenberg, avec l'imprimerie. Dans le temps, on produisait des livres, je veux dire selon les copies, je veux dire selon le calligraphe, je veux dire le format du livre, la qualité de papier, etc. Mais avec Gutenberg, avec l'imprimerie, à ce moment-là, tous les livres, quand ils sortent de presse, ils sont tous pareils. Tout est à l'identique. Donc c'est là où on parle donc à ce moment-là d'industrie culturelle. Et puis il y avait un philosophe aussi donc de l'école de Francfort qui s'appelle Walter Benjamin, qui avait écrit un ouvrage intitulé L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction technique. Donc un peu comme aussi bien comme l'imprimerie ou bien la photographie. Et puis il dit qu'à l'époque où on fait une œuvre unique
Donc elle a une aura, mais quand on la reproduit massivement, tout est à l'identique, il y a une perte d'aura. Donc c'est ça qui... Edgar Morin, dans l'esprit du temps, soutient que la culture de masse n'est pas une forme de culture inférieure ou dégradée, mais sur une échelle qui serait dominée par l'art et la littérature savante, qu'elle n'est pas non plus, au sens ethnologique, une culture spécifique à un groupe particulier. Pour le même auteur, la culture de masse naît de la rencontre des techniques de communication, que ce soit la radio, la télévision, ou bien, ou bien la presse, hein, l'imprimerie, et le marché de consommation et la démocratie de masse. Donc c'est dans ce contexte-là, à ce moment-là, et puis je dirais les pouvoirs publics aussi avaient, disons, avaient une volonté. Déjà, par exemple, la mise en place d'une radio dès les années 45. Dès la libération, ça s'appelait la radio française, RF. Vers 49, parce qu'il y avait la télévision qui commençait à être mise en place, même s'il n'y avait pas beaucoup de récepteurs. À ce moment-là, on parlait de la RTF, Radio-Télévision Française, devenue en 63 l'ORTF, donc dans l'actuelle maison de la radio. Et à ce moment-là, je veux dire, la radio française, elle émettait dans plusieurs langues, non seulement des colonies, mais en même temps des communautés les plus importantes vivant en immigration. À ce moment-là, la radio française donc, a fondé, à ce moment-là en 1945, ce qu'on appelait les émissions en langue arabe et berbère, les ELAB. Alors qu'à Alger, on parlait des ELAC, émissions en langue arabe et kabyle. C'est comme ça s'appelait à cette époque-là. Et puis dans le cadre de la radiophonie, non seulement on diffusait les disques, mais on faisait des émissions. Il y avait du journalisme autour de la radio. Et puis on avait mis en place aussi des chansons, ce qu'on appelait la chanson amateur. C'est-à-dire, on encourageait les chanteurs en herbe à chanter sur les ondes. Et puis c'est les auditeurs qui sélectionnent, ou un comité de sélection, et de dire, voilà tel artiste, il est bon pour aller dans un label et se faire enregistrer. Donc c'était le cas, donc, par exemple à Alger, où il y avait une émission donc, dans les années 50, hein, dans les années 50, je crois que c'était Cheikh Nourdin, me semble-t-il, après, et puis Saïd Helmi, donc, dans tout ça, dans les années 50, pour l'Alger. Et à Paris, la personne qui s'occupait de cette émission pour les chanteurs en herbe, les chanteurs amateurs, après de dire, bon, on va vous donner, disons, une sorte d'habilitation à vous faire enregistrer. Vous avez les lettres de noblesse que vous êtes un artiste, maintenant vous pouvez être professionnel. Cet homme s'appelait Farid Ali. Donc c'était Farid Ali qui dirigeait cette émission qu'on appelait les chanteurs amateurs. Et puis parmi les chanteurs amateurs, il y avait des femmes, comme Khadija par exemple, comme Eid Farida. Saadawi Saleh est passé par ces émissions-là. Et puis un jeune chanteur de l'Alsace qui s'appelait Tal Brabah. Tout ça, c'était dans les années 55-56. Mais on était dans le contexte de la guerre. Après Farid Ali vers 57-58. Donc il rejoint les rangs de l'ALN allant en Tunisie, au même titre que d'autres artistes qui étaient engagés dans la lutte de libération, comme le chanteur Hassisen, et Youssef Abjawi et d'autres. Et puis, je dirais donc, l'industrie des disques qui s'intéresse à la musique, grâce à cela, on a pu avoir sur le marché, par exemple, le label, par exemple, Pathé Marconi. Et puis, il y avait un label concurrent qui était
Philips. Et puis, il y a Vogue aussi. Et d'Algérie aussi, c'était comme c'était dans le contexte aussi de la guerre d'Algérie, je veux dire aussi, le pouvoir français en place encourageait la chanson dans le cadre, dans les enjeux, je dirais, stratégiques, de gagner une guerre. Ce qui fait que les budgets étaient énormes pendant la guerre de libération, pendant la guerre d'Algérie. Par exemple, on avait mis en place, par exemple, tout un catalogue de chansons maghrébines, surtout algériens. Donc, chez Tepaz, par exemple, une maison de Tepaz a publié beaucoup plus sur moins de 6 ans, autant que Pathé Marconi, Philips, Vogue réunis, hein, entre 1958 jusqu'à 1963. Donc pour vous dire que le contexte donc, a été favorable pour la chanson, hein, enfin quel qu'il soit le contexte, hein. On était dans un contexte de conflit, dans un contexte de guerre, et puis en même temps, la technologie a tellement évolué et ça a baissé les prix, notamment, c'est-à-dire les inventions, on est passé aux 45 tours. On avait des lecteurs de 45 tours, c'était les pick-up, qui ne coûtaient pas cher. Et puis au niveau de la diffusion radiophonique, on est passé des postes massifs très coûteux, autant que s'acheter un téléviseur à l'époque, hein, entre 52 et 55, on est arrivé au transistor. Au transistor très léger, c'est-à-dire on arrivait vraiment à la culture de masse, à une massification de la consommation. Pour dire, il y a ces deux conditions-là, les conditions techniques et puis les conditions aussi politiques en métropole. Et puis donc en 1960, l'apparition, bien sûr, des jukebox, je dirais des 60, l'apparition. Et puis, ce qui fait que ça a diffusé les personnes, les manias du jukebox, la plupart c'était des Égyptiens. Bien sûr, ils diffusaient en arabe, en kabyle, c'est-à-dire partout il y avait des consommateurs. Quand on écoutait, par exemple, dans les cafés, le chanteur qui marchait beaucoup, c'était Slimane Azam, c'était Shlif Khaddam, parce qu'il y avait un jeune chanteur Shlif Khaddam depuis 1955 jusqu'à 1963. C'était parmi les chanteurs les mieux vendus à cette époque-là. Et après 62, donc les jukebox, on passe à une autre ère, c'est celui des scopitones. Or, l'histoire des scopitones, c'est tout un récit merveilleux, le scopitone. Le scopitone, il était fait à l'initiative. Bon, on s'était inspiré d'Amérique. On avait importé les appareils américains après fabrication française. Et puis pour diffuser des clips en couleur, on se filmait en 16 mm en couleur, alors que la télévision était en noir et blanc, hein, entre 1960 jusqu'à 1968. Et puis pour écouter toute la pop musique de l'époque, les yéyés, les Johnny, Sylvie Vartan, Sheila, etc., toute la jeunesse française allait dans les cafés pour 50 centimes à l'époque ou 20 centimes, hein. On prend un verre, on regardait son clip. Et je veux dire, ça marchait très bien. Jusqu'en 68, où toutes ces machines étaient en fin de course. Et les fondateurs, enfin, pour ce qui ont filmé pour le Scopitone, il y avait deux réalisateurs bien connus. Le premier, c'est Claude Lelouch. Et le second, c'est un autre Claude Zidi. L'un c'est un Tunisien, un juif tunisien. L'autre, on va dire, c'est un musulman algérien. Donc, voilà, de Sideïch, Claude Zidi. Et en 68, les responsables des Scopitones, ils se sont dit, voilà, ils sont en fin de course, nos machines, comment leur donner une vie? Et puis subitement, ils ont dit, pourquoi ne pas créer un catalogue arabe, arabo-berbère évidemment.
Et à ce moment-là, on a désigné comme directeur artistique, ça, tenez-vous bien, de qui s'agit-il? De Saadawi Saleh. C'était Saadawi Saleh qui marchait très bien aussi en tant qu'artiste. C'était lui le directeur. Bon, c'est écrit nulle part, maintenant on commence à découvrir, à le savoir. Donc Saadawi Saleh, il décide, il contacte, je veux dire, tous les chanteurs, je veux dire, de l'espace méditerranéen, le monde berbère et le monde arabe. Donc il a contacté les Libanais, les Farid al-Atrash, même Dalida dans le catalogue arabe, les Marocains, les Khalifa Ahmed, les Dariassa, etc. Évidemment, sans oublier Kamel Hamadi, Noura, d'immigration, on parle bien d'immigration. Kamel Hamadi, Noura, Slimane Azam, lui-même Saadawi Salah, comme il chantait, il avait l'avantage de chanter dans les deux langues, en kabyle, en arabe. Il y avait aussi des sketchs avec Qassi Tizi Ouzou, toujours, ou Kilamar, etc. Et sur cette période, et puis vers 73, donc il y avait des chansons aussi de Idir, les Abranis. Voilà en gros. Après, en 78, terminé, la fin de l'épopée donc du Scopitone. Ce qui fait sur moins de 10 ans, on avait produit plus de 260 clips maghrébins et orientaux. Sur les 260 clips, tenez-vous bien, une soixantaine sont en kabyle. Pour vous dire, donc ça, voilà le travail de Saadawi Salah, donc on peut lui rendre hommage pour cela. Et puis après, donc, les jukebox, l'industrie passe aux musicassettes, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était à l'époque de la cassette maghrébine, 25 francs à Barbès. C'est-à-dire prix unique qui a duré sur une quinzaine d'années. Donc plusieurs labels boutiques qui florissaient, Numidi Musique, Triomphe Musique, Édition Azouaou, Santana Disque, Disco Laser, Édition Dadouche, et j'en passe. Dans les années 60, les spectacles vivants étaient organisés, toujours on reste dans la musique kabyle parce qu'avant les spectacles vivants, c'était dans les cafés. Les cafés, c'était à la fois le lieu on écoutait d'abord auparavant les 78 tours, puis le lieu du jukebox et le lieu du scopitone. Et puis les samedis soirs ou dimanches, on organisait des galas artistiques. Mais quand il fallait faire des galas dans les grandes salles, la seule organisation qui avait les moyens, c'était l'organisation, la vitrine du FLN algérien en Algérie, qui était l'amicale des Algériens en Europe. Donc, il y avait organisé des galas les années 60. Et puis, il y avait la rivale de l'amicale des Algériens, c'était l'Académie berbère. Et puis, aussi des militants berbères, comme Imdi Azen aussi, notamment. Tout ça, donc, après notre période. Hein. Et puis, pour arriver à partir de 1975, où la musique kabyle, je dis, se faisait à guichet fermé dans le théâtre de la ville avec Taoussam Rouge, avec Slimane Azam Hanifa à la Mutualité, l'Olympia, le Zénith, le Palais des Congrès, etc. Donc, c'est donc à la suite. Et puis, je veux dire, en général, on assiste à une concentration et à une spécialisation des maisons de disques dans les années 60 sous l'influence du showbiz américain. Toutes les maisons de disques sous l'influence des majors français, font de bonnes affaires avec des artistes kabyles comme Slimane Azam, Shrif Khaddam, Hanifa ou Kilamar, Eid Farida, Noura. Et puis je dirais ce qui était symbolique en 70, deux artistes kabyles, qui chantaient en kabyle, au moins qui avaient obtenu le disque d'or, Slimane Azam et Noura. Et puis maintenant, pour conclure, je dirais, avec la révolution industrielle et électrique, aujourd'hui, on passe à la révolution numérique et on change de paradigme.
La révolution électrique, sous l'effet du progrès technologique, est à la fois le support matériel de l'inscription et une prothèse de la mémoire, et par le stockage des informations que celui-ci referme. Par exemple, à l'origine, le gramophone d'Edison a été mis en place, conçu comme moyen technique pour conserver les sons et les discours des hommes célèbres. C'était à l'origine, ce n'était pas fait du tout pour diffuser la chanson ou que ce soit d'autres. Mais je veux dire, l'usage aidant, la demande aidant, je veux dire, les choses sont devenues ce qu'elles sont. Avec l'enregistrement, c'est toute la puissance de la duplication à l'identique de l'œuvre qui accourt, ce qui entraîne l'altération de l'aura de l'œuvre, comme disait Walter Benjamin. À cette ère correspondent les réseaux hertziens sur lesquels la radiodiffusion occupe une place centrale. Là, je termine. Je ne sais pas si je n'ai pas débordé le temps. Non, ça va. On est encore dans les temps. Merci. On va passer la parole un peu à la salle. Mais avant, j'aimerais quand même donner une idée du sommaire de la revue, hein, parce que il y a des entrées. Bon, il y a un texte d'ouverture là qui résume un peu tout ça. Il est de Wahmi Ould Braham, qui s'appelle La chanson kabyle d'immigration, recherche en cours et perspective. Il y a un texte de Youssef Adli sur l'image de l'Amjah ou l'image dépréciée de l'émigré à travers quelques interprètes kabyles. Il y a un texte de Karima Itmezian, la chanson de l'immigration en France de 30 à 80 contextes et interlocutions. Il y a un texte de Fazia Aitel, Rupture et tragédie dans les chants de Taous Amrouche. Un texte de notre amie Zineb Ali Ben Ali, La berceuse de l'exil, chant des femmes algériennes en France. Amar Amouden, la chanson de l'immigration, l'expression d'une incommunicabilité culturelle. Le thème de la séparation chez Zerrouqi Allawa, Saddaq Bala. Abdelkader Ben Damesh, Kamal Hamadi ou La voix des deux rives. Aïni Betou, chanson de la mémoire kabyle et mémoire de la chanson d'immigration, histoire d'une double blessure inguérissable. Abdelrazak Dourari, conscience d'algérianité, de spécificité à travers une chanson de Slimane Azem. Hassina Khardoussi, la chanson kabyle d'immigration comme forme de littérature orale. Sabine Loupien, numérisation des archives sonores de l'immigration à l'heure des Digital Humanities. Les métadonnées mettent au service de conservation du patrimoine kabyle. Mohamed Lakhdar Maouguel, la chanson algérienne dans l'immigration 30-73, illocution et perlocution. Al-Jia Outaleb de la séparation, un thème de la chanson kabyle entre les années 30 et 70. Ali Sayad, Sherif Khaddam chantant le pays et l'exil. Jean-Charles Scagnetti, un conservatoire filmé de la chanson kabyle en France, les Scopitans dont vient de parler Wahmi, maghrébin 69-78. La chanson et la poésie kabyle d'immigration sont-elles une affaire de femmes par Zahia Terha. Wardiya Yemesh et Malika Kebbas, voix de femme et voix de la femme, le discours féminin dans les chansons de Bahia Farah et de Hanifa. La chanson kabyle en immigration, élément du problématique par Hassan Zahraoui. Et enfin, un texte de Farouk Belkaddar en guise de postface. Là, pour vous donner un peu une idée de la richesse quand même du numéro.